Bonjour, je vous propose une petite question-réponse estivale. Donc, par rapport à ce qui s'est passé avec le référendum grec, il y a beaucoup de personnes qui m'attaquent un peu personnellement en me disant que je suis naïf de penser que la France doit sortir de l'Union européenne et que si on sort de cette union, on est foutu, que si on revient au franc, on est foutu, que grâce à l'Allemagne, on tient le coup, que c'est l'Allemagne qui tient la France, etc., etc. Alors on est d'accord sur une chose, c'est que l'Allemagne tient effectivement l'Union européenne, elle est le seul pays à faire du profit, à faire de la croissance, le seul. Hein. Pourquoi? Parce que l'euro a été calculé sur le Deutschmark et que c'est une monnaie qui est valable uniquement pour l'Allemagne. Il y a un axe en réalité qui est américano-allemand et l'Allemagne a toujours été le pays qui a servi les intérêts des États-Unis. C'est pas l'Angleterre, contrairement à ce qu'on croit. Donc, à l'époque de l'Allemagne nazie, c'est l'Allemagne qui a été le premier pays à mettre en place un nouvel ordre mondial avec l'aide des banquiers américains. Et oui, parce que le Troisième Reich, l'Allemagne nazie, était un essai de nouvel ordre mondial. Hein, Hitler voulait instaurer un nouvel ordre. Il a été détruit parce qu'ensuite il a été un petit peu trop loin et trop gourmand dans ses ambitions et dans ses plans étaient trop monstrueux et a été rejeté en masse par les gens, heureusement, par l'opinion. Et donc il a fallu aller le calmer. Euh, mais c'était déjà un axe américano-allemand. Hein. L'Allemagne s'est retournée, enfin les États-Unis se sont retournés contre l'Allemagne parce qu'ils ont débordé sur ce qui était prévu. Mais et puis aussi parce que les Allemands attaquaient régulièrement les bateaux américains, des bateaux aussi bien de guerre que les bateaux de commerce. Hein. Donc, pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que, en fait, l'Union européenne est une union non pas faite pour les pays européens, ni par les pays européens, mais par les banques américaines, pour les intérêts de l'Allemagne et des États-Unis, uniquement. Donc, ne pas sortir de cette Union européenne pour la France est un suicide. Et aussi bien pour la France que pour l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Grèce, qui est en train de mourir, puisque c'était le pays le plus faible de la zone, le plus faible économiquement, et qu'évidemment, il est le premier à morfler. Hein. Mais il ne va pas être le dernier. Voilà. Parce que derrière lui, il y a l'Italie, qui est surendettée à 170%. Il faut savoir quand même que en 2008, le taux d'endettement de la Grèce était de 100% du PIB. Hein, 100%. C'est-à-dire, nous, on est à ce stade-là, on est à 97%. Après les prêts du FMI et les prêts qui ont été accordés, non pas au peuple grec, mais pour renflouer les banques privées grecques, c'est ça qu'on ne dit pas. C'est que les milliards qu'on leur a prêtés, là, c'est pas pour aider le peuple grec du tout, c'est pour aider les banques grecques privées. D'accord? Et maintenant, on veut que ce soit le peuple qui paye qui paye les prêts qu'on a fait aux banques privées. Non, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Voilà. C'est-à-dire on dit que les Grecs sont immatures, qu'ils ne remboursent pas, que ce sont des voleurs, alors que c'est une dette qui n'existe pas en ce qui les concerne déjà. C'est-à-dire que ce n'est pas une dette qui leur est attribuée à eux. Et en plus, à des intérêts monstrueux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des intérêts qu'il y a eu là, mais c'est un truc de fou. Voilà. Donc, on a prêté en fait de l'argent pour renflouer les banques grecques. Ça n'a pas fonctionné et on demande au peuple maintenant de se serrer la ceinture et de vivre avec moins de 500 euros par mois pour donner tout ce qu'ils ont aux créanciers qui ont, qui ont prêté de l'argent aux banques. Non mais c'est... Voilà. Donc en fait non, la Grèce doit, comme le dit très bien Nigel Farage, que je vous conseille d'aller faire une petite recherche sur YouTube, Nigel Farage, là, qui vient de faire une élocution extraordinaire à l'Assemblée européenne, qui leur dit qu'il faut que non seulement ils sortent de la zone euro, mais qu'ils sortent même de l'Europe, parce que c'est leur seule issue, même si ça va leur prendre quelques années, c'est la seule solution possible et la seule garantie pour eux de se redresser et de retrouver un niveau de vie convenable. Et même il va falloir effacer cette dette à un moment donné, ça ne sert strictement à rien, ils ne pourront jamais la rembourser. Mais c'est valable pour nous aussi. Hein. Je tiens à vous signaler que nous sommes à 100% pratiquement maintenant d'endettement du PIB, et que, bon, voilà, ça y est, c'est fini. De toute façon, notre dette, elle est irremboursable. La dette française, qui est à plus de 2 milliards
2000 milliards d'euros, plus que de 2000 milliards d'euros. On a déjà remboursé en 40 ans 2000 milliards d'intérêts, c'est-à-dire l'équivalent de la dette elle-même d'aujourd'hui. On a déjà payé la dette en intérêts. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire qu'en clair, pourquoi on n'annule pas cette dette? Parce que c'est à cause de la dette que la France a qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses de la sécurité sociale, qu'il n'y a plus de quoi payer les retraites, qu'il n'y a plus, c'est uniquement, c'est pas parce que la caisse des retraites est déficitaire et que vous ne travaillez pas assez, ça n'a rien à voir. La caisse des retraites, tout comme la sécurité sociale, n'a jamais été aussi bénéficiaire en ce moment que depuis 25-30 ans. Jamais. Il y a du pognon en France. Les gens gagnent de l'argent, travaillent, c'est un pays très productif. C'est un pays qui est plein de ressources, la France est une puissance mondiale économique énorme, mais vous vous en rendez même pas compte. Énorme, énormissime la France. C'est pas la Norvège, c'est pas la Suède, c'est pas la Suisse, c'est pas la Grèce. C'est énorme la France. Hein, en aéronautique, en aérospatial, en aéronaval, c'est énorme, énormissime. Il faut prendre confiance. La France est un pays qui n'a pas besoin, qui pourrait très bien vivre en autarcie. On pourrait vivre avec nos produits du terroir et on n'aurait besoin de personne en France. On est un pays super riche. Voilà. Pourquoi on coule? Parce qu'on a une dette de 2000 milliards d'euros et même plus, hein, puisqu'elle s'alourdit chaque jour, de plusieurs millions d'euros. On a une dette de 2000 milliards d'euros sur le dos qu'on ne peut pas et qu'on ne pourra pas rembourser. Impossible. Et que les intérêts maintenant de cette dette sont supérieurs à la recette annuelle des impôts sur le revenu. Quand vous payez des impôts sur le revenu, vous payez vos impôts, ça fait une recette d'environ 72 milliards d'euros annuels. Et bien, maintenant, les intérêts de la dette sont supérieurs à ça. 75, je crois, 75 milliards d'euros, 78. Bon, je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est à peu près ça. C'est-à-dire que les intérêts de la dette rapportent plus aux prêteurs que la recette de vos impôts à tous les Français. Est-ce que vous croyez qu'ils vont avoir envie de l'annuler, la dette? Pourquoi est-ce qu'ils ne parlent pas de l'annuler? Pourquoi est-ce qu'ils ne disent pas, bon, il faudrait au moins qu'on la divise en deux, c'est bon, ils ont déjà remboursé 2000 milliards d'intérêts, on va faire un petit geste, on va en enlever la moitié. Non. Non, non, non. On va vous faire payer et on va vous dire qu'il va falloir que vous vous serriez la ceinture, non pas parce que vous ne travaillez pas assez, non pas parce que vous ne cotisez pas assez, non pas parce qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses, mais parce qu'il n'y a plus d'argent, parce qu'il faut rembourser la dette là, il faut payer les intérêts là. Oh, on vous a pas prêté de la thune. Non mais vous vous rendez compte en fait, en réalité? C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'à un moment donné, cette dette, puisqu'elle s'alourdit de jour en jour, les intérêts vont être de plus en plus gros, les Français pourront de moins en moins payer les intérêts, parce que là on ne parle même pas de rembourser la dette, on ne la rembourse plus depuis très longtemps, on essaye de payer les intérêts, et maintenant on n'arrive plus à les payer. Hein, donc, plus ça va aller, moins on va pouvoir payer les intérêts, et moins on va pouvoir, plus la dette va s'alourdir, moins les intérêts vont pouvoir être payés, puis cette bulle va grossir, puis ça va s'effondrer. Alors qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? Alors on me pose la question, que se passera-t-il selon moi après l'effondrement financier? C'est un chaos. Hein. C'est-à-dire que le jour où les gens ne pourront plus aller, comme en Grèce ou comme en Argentine, ça s'est passé il n'y a pas si longtemps, vous savez, les Argentins se sont levés un matin, ils sont allés au distributeur et il n'y avait plus d'argent. Il n'y avait plus rien. Voilà. Grâce à qui? Au FMI, qui avait prêté quelques années auparavant quelques milliards de dollars à l'Argentine, à des taux monstrueux. Ils n'ont jamais pu rembourser. Et bien, quand ça s'est effondré, les banquiers ont pris la fuite par les toits en hélicoptère pour ne pas se faire lâcher par la foule. Voilà. Donc c'est ce qui va se passer en France. Parce que par contre, quand ça va se passer en France, je pense que ça va être extrêmement sanglant. Ça ne va pas être la Grèce. Ça va être très très chaud. Très très chaud. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Un chaos. Si c'est un effondrement mondial, si c'est un effondrement de l'euro, suivi éventuellement même d'un effondrement du dollar, parce que vous savez que le dollar est très très mal. Le dollar tient grâce au pétrole et tient grâce à quelques magouilles, mais le dollar devrait s'effondrer. Les États-Unis sont beaucoup plus endettés que la France, encore. Donc normalement, tout ça devrait s'écrouler. Alors, évidemment, le jour où ça s'écroule, c'est la guerre mondiale. Parce que pour tenir le coup, les Américains font des guerres. Hein, j'ai déjà expliqué ça. En plus, les Russes sont en train de mettre au point une monnaie chinoise et russe basée sur l'or, hein, et qui refusera toute transaction en dollars, parce que les Russes ont décidé maintenant de faire la guerre aux États-Unis de cette façon-là.
voilà, le jour où la Russie, la Chine et tout le bloc oriental refusent toute transaction en dollars, c'est terminé. C'est terminé, tout s'écroule. Tout le système occidental s'écroule. L'euro, le dollar et l'euro dans la foulée. Voilà, donc ça serait une guerre. Alors, quand tous les économistes, tous les spécialistes disent que ça va arriver bientôt, parce que c'est une bulle qui est en train de grossir et qui va éclater. Maintenant, je ne sais pas quand exactement, personne ne peut dire quand. On ne sait pas. Tant qu'il y a des peuples et tant qu'il y a des États complices qui ponctionnent des milliards et des milliards et des milliards sur votre argent, sur ce que vous gagnez et ce que vous leur donnez, en TVA, en taxes de toutes sortes, c'est comme ça qu'ils vous ponctionnent. Maintenant, ils vont vous prendre 10% de votre patrimoine, au-dessus de 100 000 euros de revenus annuels. 10%. Et puis ça va, pour l'instant c'est réservé aux revenus supérieurs à 100 000 euros par an, mais ça va descendre dans les classes, ça va descendre. On va pouvoir vous piquer 10% de ce que vous avez. Tant que les États seront complices de ce vol, parce que c'est du vol, c'est une mafia, les banques vous volent, c'est de là, on vous vole. Voilà, vous donnez votre argent à une institution qui vous vole. Et en plus, on vous interdit de payer plus de 1 000 euros maintenant en cash, ça y est, c'est interdit, et puis de faire des retraits supérieurs aussi à 1 000 euros. Mais de quel droit? Il n'y a pas de loi, c'est hors la loi. Ils n'ont pas le droit de vous interdire de retirer votre argent de la banque. Ils n'ont pas le droit. Aucun droit. Voilà. Il faut gueuler. Hein. Il faut faire des associations, il faut y aller en groupe, il faut dire on veut notre argent. Voilà. Parce qu'un jour, vous allez vous réveiller, puis il n'y aura plus rien. Parce que le jour où cette bulle s'effondre, vous savez que l'argent, nous, on tient sur l'argent dette, et l'argent dette est virtuel à plus de 90%. C'est-à-dire que les banquiers sont riches avec de l'argent qui n'existe pas à 90%, voire 95%. C'est-à-dire qu'ils vous rachètent votre maison si vous n'arrivez pas à payer votre crédit avec de l'argent qu'ils n'ont pas. Mais le jour où vous aurez compris ça, vous aurez compris la nécessité de sortir de ce système. Le problème, c'est que vous n'arrivez pas encore à comprendre. C'est ça le problème. Les gens ne comprennent pas et ils me disent oui, mais si on veut retirer notre argent des banques, si on veut sortir de ce système, on peut plus recevoir notre salaire et on peut plus payer nos loyers. Et les impôts, on peut plus les payer non plus en cash, etc., etc. Faites un mandat cash. Vous allez à la poste, vous dites voilà, il me faut un mandat pour payer mes impôts. Je vous donne 800 euros, je voudrais un chèque, un mandat de 800 euros. Et vous allez au Trésor public avec un mandat cash de 800 euros de la poste et c'est valable. Arrêtez de nourrir les banques. Ce sont des voleurs qui vous volent tous les jours. Voilà. Et tant qu'il y aura des États complices de ce système qui continueront de payer les intérêts des prêteurs privés, et les prêteurs privés, c'est qui? C'est les Rothschild, c'est les Goldman Sachs, c'est toujours les mêmes. Hein. Eux sont blindés. C'est-à-dire que tous les jours, c'est des milliards qui tombent sur leur compte. Des milliards que par contre sont effectifs. C'est des milliards, c'est pas de l'argent virtuel, c'est pas de l'argent qu'ils vous ont prêté. Eux vous ont prêté de l'argent, ce qui n'existe pas. Ils vous ont dit tiens, un chiffre, 1000 milliards. Ça n'existe pas. Mais maintenant, vous allez me rembourser. Mais vous nous remboursez avec la sueur de votre front et avec intérêt en plus. C'est-à-dire que vous ne me remboursez pas 1000 milliards, mais vous allez m'en rembourser le double. C'est ça les intérêts. D'accord? Et vous allez bosser et vous allez rembourser le double en argent réel de ce que eux vous ont prêté en argent qui n'existe pas. C'est quand même extraordinaire. Je ne sais pas ce que vous attendez pour sortir de ce système. Moi, je n'y suis plus depuis 1992. 13, je suis sorti des banques. Qu'est-ce que vous attendez? Je ne comprends pas. Voilà, donc ce système bancaire est une matrice, qui fait partie de la matrice, mais c'est une matrice de laquelle vous n'osez pas sortir parce que vous avez peur de ne plus pouvoir payer ci, ça. On peut très très bien vivre sans banque. Croyez-moi, j'ai vécu plus de 20 ans sans banque. On vit très 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 bien sans banque. Très très bien. Voilà. Et c'est un souci en moins. Demandez à votre patron de vous payer en cash ou de vous payer en chèque de banque. Vous allez à sa banque et vous retirez l'argent tout de suite en cash. Et vos banques ne doivent pas vous refuser. Ils n'ont pas le droit. C'est pas une loi, il n'y a pas de loi qui empêche les banquiers, qui autorise les banquiers à vous refuser de retirer l'argent qui vous est dû. Il n'y a pas de loi. Donc voilà. Moi, ce que je vous préconise rapidement, parce que le problème qui va se passer, et ce qu'ils sont en train de faire petit à petit, vous l'avez remarqué, c'est qu'ils sont en train de retirer l'argent cash du réseau monétaire, et que petit à petit, cet argent physique, cette monnaie, ces billets vont disparaître, et vous n'aurez plus le droit de payer du tout en cash. Hein.
vous serez autorisé qu'à payer par système électronique. Et ça sera, encore une fois, les cartes de crédit et la puce sous la peau qui vient à grands pas. Vous avez vu qu'il y a des implants partis et que les gens vont en masse maintenant se faire implanter, croyant que ça va leur ouvrir des portes technologiques extraordinaires, etc. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai, ça peut être une révolution technologique, effectivement. Mais il faut voir le côté pervers de la chose. Regardez la vidéo de Rockefeller, interviewé par Aaron Russo à ce sujet. Vous trouverez ça sur Google très facilement. Voilà. Donc le système monétaire, la matrice dans laquelle vous êtes, et c'est une matrice, j'ai déjà parlé sur mes vidéos sur 666, c'est une matrice absolument virtuelle, qui n'existe pas, mais qui vous tient en esclavage, puisqu'on vous vole. On vous vole du matin au soir avec la banque. Vous êtes volé en permanence, aussi bien sur le plan individuel que sur le plan national. Le peuple français est volé en permanence. Bien, le peuple grec en a fait les frais. Vous avez vu comment ça s'est terminé, comment ça va se terminer pour eux. Ils vont revenir au drachme et ils vont s'en sortir, vous verrez. Voilà. Alors, on me demande de parler, on me dit, oui, mais vous nous parlez de... Alors, on va passer du coq à l'âne. On me dit, oui, vous nous parlez de rayons cosmiques dans vos vidéos, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Personne n'en a jamais entendu parler. Alors, effectivement, c'est vrai que pour moi, il y a des choses qui sont tellement évidentes que c'est pas facile d'expliquer ça comme ça. Les rayons cosmiques, comme j'en ai parlé, proviennent de 7 constellations qui sont en relation avec notre système solaire. Et ce sont des rayons qui passent par les 7 planètes sacrées de notre système solaire. Parce que dans notre système, il y a des planètes sacrées et d'autres qui ne sont pas sacrées. Les planètes sacrées, que je n'ai pas le droit de dire, reçoivent les rayons des 7 constellations qui sont en rapport avec la nôtre et nous les transmutent et nous les transmettent sur Terre. Ils transmettent d'abord au Soleil et ensuite ces rayons sont transmis sur la Terre. Ce sont des rayons d'une vibration spéciale, d'une couleur spéciale, qui prend la couleur et la teinte de la planète sacrée par laquelle ce rayon passe, et qui va donner des attributs particuliers, aussi bien à la planète, aussi bien aux périodes planétaires. Par exemple, ces 2000 dernières années qui viennent de s'écouler, on a eu un rayon 2, un rayon 6 dominant, qui ont donné un peuple, une humanité, en fait, si vous voulez, religieusement dévotitionnée et fanatique. Là, nous allons avoir ce rayon 6 qui rentre en obscuration, je l'ai déjà dit, au profit d'un rayon 7. Alors le rayon 7, c'est une autre planète, c'est une autre couleur. Le rayon 7, c'est la couleur violet. C'est la couleur de la spiritualité, et c'est la couleur aussi des rites magiques, et de l'ordre, de la remise en ordre. Donc l'anarchie fanatique va laisser place à une remise en ordre des choses. Voilà. Ça j'ai déjà expliqué, je ne vais pas revenir là-dessus. D'où vient ma connaissance de ces rayons? Tout simplement d'Alice Bailey, voilà, et du tibétain maître Jiwalkul. Donc ce n'est pas du n'importe quoi, c'est une science, la science des rayons, qui est une science qui est étudiée par les maîtres de sagesse à très très haut niveau, que moi personnellement je ne connais pas très profondément, parce que c'est très très complexe, extrêmement complexe. Le spécialiste de la science des rayons, c'est Jiwalkul, le maître Jiwalkul, et vous pouvez à cet égard étudier, si vous avez envie, les livres gratuits et à votre disposition sur Internet d'Alice Bailey à propos des rayons cosmiques. Voilà. Vous pouvez y accéder sans aucun problème. Vous allez sur Google, vous tapez Alice Bailey, les 7 rayons, traité sur les 7 rayons, et vous allez trouver. Vous allez trouver, je crois qu'il y a 3 ou 4 ouvrages. Voilà. Bon courage, ce sont des livres très très compliqués qui expliquent comment ces rayons agissent sur le plan individuel, sur le plan national, sur le plan mondial, sur le plan planétaire, etc. etc. Donc, vous pouvez toujours aller faire une recherche, et c'est très 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 enrichissant, notamment par rapport à l'initiation, parce que les rayons à l'initiation, vous avez tous un rayon personnel de l'âme et un rayon personnel de l'ego, de votre personnalité. Il y a aussi un rayon mental, un rayon astral et un rayon physique. Donc nous sommes mus par 5 rayons, nous personnellement sur le plan individuel, et c'est très important de les connaître, de savoir à quelle famille d'âme vous appartenez. Si votre âme est de rayon 2, vous appartenez à la famille des âmes de rayon 2, et donc vous êtes âme sœur avec toutes les âmes de rayon 2.
idem pour les autres rayons, etc. etc. Donc c'est très très important de savoir ça. Hein. Très très important. Voilà, donc je vous conseille, je vous invite à faire d'autres petites recherches personnelles sur les rayons. C'est très important. Alors, on me parle ensuite de musique. On me dit, vous critiquez le rap, etc. On revient encore là-dessus. Oui, mais moi, je suis musicien. Je suis musicien depuis maintenant 30 ans. C'est pas beaucoup. Je n'avais pas l'oreille absolue ni développée du tout il y a 30 ans. C'est à force de faire des exercices, des gammes, des exercices, des dictées de notes, de l'harmonie, des accords, des tierces, des quintes, etc., que mon oreille s'est développée à un point aujourd'hui où j'ai ce qu'on appelle l'oreille relative. Je n'ai pas l'oreille absolue. Alors, qu'est-ce que l'oreille absolue? L'oreille absolue, c'est si je fais ça, ce bruit-là, je ne sais pas si vous l'entendez, eh bien, quelqu'un qui a l'oreille absolue peut vous dire la note que c'est. Si c'est un La, un Si, il va vous dire. Et il ne se trompe pas. Moi, non, je ne peux pas vous dire. Par contre, j'ai l'oreille relative, c'est-à-dire si je prends un clavier ou une guitare et que je me mets le La dans l'oreille, si j'entends la note qui est ici, je peux vous dire la note que c'est par rapport au La qu'on m'a mis dans l'oreille gauche. Voilà. Ceux qui ont l'oreille absolue n'ont pas besoin qu'on leur donne le La, ils l'ont en permanence dans l'oreille. Alors, qu'est-ce que l'oreille absolue? Voilà des choses, des questions intéressantes quand on s'intéresse à la musique et qu'on défend le rap. Je vais faire une vidéo vous démontrant la décadence totale de la musique dans le monde occidental actuel. Je vais vous le démontrer avec mon clavier. Je vais jouer devant vous des choses qu'on jouait il y a un siècle et des choses qu'on joue maintenant, et vous allez comprendre à quel point on est en train de vivre une décadence profonde. Hein, profonde. Donc l'oreille absolue, 40% des étudiants en musique qui ont commencé à étudier la musique avant l'âge de 4 ans, 40% développent l'oreille absolue. Seulement 4% des élèves qui ont commencé la musique avant 9 ans ont l'oreille absolue. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est vraiment, plus on commence tôt et plus on a des chances d'avoir l'oreille absolue. Seulement le problème qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui naissent avec l'oreille absolue, sans jamais avoir travaillé la musique de leur vie actuelle. Et ça, c'est un mystère, n'est-ce pas? C'est un gros mystère. Mozart avait l'oreille absolue. Mozart, on est quand même en 1700. Hein, en 1736, je crois, il est né Mozart. Donc, il avait l'oreille absolue. Non, il est mort il est né en 1750. Oreille absolue en 1750. À l'âge de 4 ans, il composait des concertos, à l'âge de 7 ans, des symphonies, à l'âge de 11 ans ou 12 ans, son premier opéra. Sans faire de faute. C'est-à-dire, il prenait un papier, il écrivait la portée pour le violon, la portée pour les viols, la portée pour la contrebasse, la portée pour les altos, la portée pour... Et il écrivait en vertical, telle note pour ci, telle note pour ça, telle note pour ci, les basses, les violons, là, lui, il va faire un La, lui, il va faire un ci, en une seule fois. En une seule fois. Il ne revenait jamais en faisant une griffure. Ah bah non, c'était pas ça, pardon. Jamais. Il n'avait pas besoin de mettre un piano à côté de lui pour pianoter ce qu'il entendait et pour réécrire les notes. Non. Il prenait une feuille et il écrivait les notes. 4 ans. Si vous avez une explication scientifique, et rationnelle et intelligible, moi, sincèrement, je suis preneur. Allez-y, expliquez-moi. Par contre, pour moi qui crois en la réincarnation, c'est évident que Mozart est d'abord un génie, qu'il a travaillé la musique pendant de nombreuses vies avant de s'incarner en tant que Mozart, et qu'il a continué à la travailler de l'autre côté. C'est-à-dire, vous savez qu'on peut continuer à travailler la musique aussi dans l'au-delà, hein, dans les mondes supérieurs. D'ailleurs, le monde mental, le plan mental supérieur, est le plan de la musique, hein, le plan musical. Hein, c'est avec les vibrations sonores que l'on construit les formes, sachez-le. Et la vidéo sur la géométrie sacrée que je dois faire parle de ça. Donc c'est pour ça que pour l'instant je ne la fais pas encore. Alors, Mozart avait l'oreille absolue. Aujourd'hui, c'est moins d'une personne sur 10 000 qui a l'oreille absolue dans le monde. Moins d'une personne sur 10 000. Et moi-même qui suis musicien, j'en ai côtoyé très très peu de musiciens qui avaient l'oreille absolue. C'est très rare. Hein. Donc, c'est une zone du cerveau qui est active,
chez les gens qui ont l'oreille absolue, qui n'est pas active chez ceux qui ne l'ont pas. Voilà. Donc la puissance de la vibration. Écoutez, la vibration, c'est très très simple. Faites une recherche sur le docteur Emoto, ce qu'il a fait avec l'eau, la mémoire de l'eau. Voyez comment l'eau, les molécules d'eau réagissent aux fréquences. Voyez comment, par exemple, du Mozart, vous mettez n'importe quelle symphonie de Mozart et vous mettez de l'eau dans un bac, vous la faites glacer, hein, vous la givrez, et vous regardez les molécules d'eau au microscope, vous allez voir la forme qu'elle prend. Ce sont des molécules absolument éclatantes, sublimes, en forme de flocons de neige, parfaitement structurées. Hein. Si vous mettez du hard rock et que vous faites la même chose, vous allez voir que les molécules sont complètement déstructurées. Si vous mettez du rap, c'est pareil, c'est idem, hein, du même acabit. Voilà. Donc la puissance du son peut vous déstructurer complètement de l'eau, des molécules d'eau, et je tiens à vous rappeler que nos cellules humaines sont composées à 70% d'eau structurée. Que si on la déstructure, on provoque des cellules malades, cancéreuses. Voilà. Et votre organisme doit lutter contre ces cellules qui se déstructurent à cause des vibrations qu'on reçoit. Donc quand vous écoutez des musiques que moi j'appelle des musiques de merde, hein, eh bien vous êtes en train de vous flinguer tout simplement vos cellules. Vous flinguez votre santé. Vous vous faites bombarder d'ondes sonores qui sont nocives, mais nocives très rapidement, très, très efficacement. Hein. Aussi bien que le son peut vous guérir, il peut vous détruire, n'oubliez pas ça. Il y a des fréquences constructives et des fréquences destructives. Il y a aussi l'importance de... Voilà, je vais rentrer un peu dans les détails, mais on accorde le La maintenant au 440, hein, alors qu'avant on l'accordait au 438 Hertz. Alors ça c'est très important aussi, parce que ça ne donne pas le même résultat sur le plan de la structure. Un 440 ne donne pas les mêmes formations structurelles sur des molécules d'eau qu'un La au 438. Voilà. Donc c'est pas un hasard si on a accordé les instruments au 440 au fur et à mesure. Je pense que c'est voulu, je pense que c'est fait exprès pour nous déstructurer. Et qu'il vaut mieux faire écouter de la musique en 438. Mais bon, plus personne ne l'a fait de nos jours. Il est aussi bien plus bénéfique d'écouter de la musique et enregistrée de façon analogique que numérique. Évidemment, on n'a plus de vinyle, on n'a plus de tourne-disque, on n'a plus tout ça. Donc on ne peut plus écouter de la musique analogique. C'est ça le problème. Et ça fait partie aussi de la matrice, le fait d'écouter de la musique numérisée, c'est-à-dire une musique qui n'est plus vivante. Ce sont des vibrations, mais les vibrations ne vibrent plus de la même façon dans l'espace et ne vous touchent plus de la même façon. Moi, je suis très fatigué quand j'écoute de la musique maintenant, la musique électronique, la musique faite en boîte à rythme et en son numérique. C'est très très fatigant. Je ne peux pas écouter très longtemps. Ma femme qui fait du sport et qui écoute de la techno, de la musique de sportif, je ne peux pas. Je lui ai interdit d'en mettre dans la voiture. Je ne supporte pas. Voilà. Je ne supporte pas non pas parce que j'aime pas, mais parce que ça me fait mal d'en écouter. Voilà. Et ça me fait la même chose pour le rap. Alors, c'est pas la peine de me critiquer là-dessus. Moi, je vous dis, voilà, moi je ressens la musique en tant que onde, vibration sonore, et que pour moi, il y a des musiques qui me font du bien, je dis, ah, ça c'est sublime, et il y en a d'autres qui me font vraiment presque vomir. Voilà. Ce sont des réactions physiques. Donc, essayez d'étudier un peu plus, essayez de vous rapprocher un peu de la façon dont la musique est construite, comment ça marche, comment ça fonctionne, que les ondes sonores qu'on utilise pour faire des harmonies, l'harmonie ça porte son nom, hein, ça doit être harmonieux. Hein. Essayez de vous intéresser à la façon dont sont construits les sons, les harmonies, les rythmes, les mélodies, et ensuite vous allez comprendre et vous allez pouvoir dire ah oui effectivement telle musique est bien construite, telle musique est vraiment construite de façon simple, et alors que celle-là est construite de façon dévastatrice. Voilà. Vous allez pouvoir peut-être commencer à entrevoir ça. Voilà. Donc oui, parce que l'éducation musicale en Occident est pitoyable, et surtout en Occident, surtout en Europe. Les États-Unis sont bien plus avancés que nous. Ils font des chorales dans les écoles, ils savent chanter en quinte, en septième, en neuvième, ils savent chanter en harmonie. Ils ont des oreilles développées, les Américains. Nous, on n'a pas ça. On est nuls en France, nullissime. Cherchez pas, n'essayez pas de me dire mais le rap, il y a des bons. Je m'en fous, c'est nul. Voilà.
Donc, je vous laisse méditer sur tout ça et je vous retrouve pour une autre vidéo très prochainement. A bientôt et bonnes vacances.